C'est très important de prendre soin de la santé de son corps physique, mais c'est absolument primordial de prendre soin de la santé de son âme. Il y a des choses qui ne sont pas propres à la consommation en fait. On ne peut même pas qualifier ça d'aliment. Un aliment qui est dévitalisé, il ne va pas nourrir la vie en nous. Il peut même l'entraver. C'est très important de voir le corps que nous sommes, toute cette création que nous sommes comme quelque chose de divinement créé et qui fonctionne avec une connexion permanente. Tout a été créé à la perfection. Et quand on essaye de modifier les choses, on en vient aussi à impacter forcément la santé humaine avec des produits qui ne sont plus adaptés. Bonjour Alice Vanoy. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes naturopathe, chef de cuisine végétale et auteur du livre « Mes jus maison au fil des saisons ». Aujourd'hui, nous allons parler santé holistique, alimentation vivante. Vous allez nous expliquer la manière dont on peut allier plaisir et bien-être au quotidien. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qui vous a mené vers cette fonction, la naturopathie, la cuisine végétale? Quel est votre parcours exactement? Alors déjà, je vous remercie beaucoup pour l'invitation chez NTD France. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et merci d'aborder tous ces sujets ensemble, c'est superbe. Pour parler un petit peu de mon parcours, alors j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'ai été sensibilisée très jeune à la beauté du vivant, de la nature. Mes deux parents sont vétérinaires. J'ai grandi avec des grands-parents aussi qui avaient un potager, un verger. Nous avons beaucoup voyagé aussi, plus jeunes, avec mes parents. Et donc, il y a eu cet amour aussi des marchés, des produits frais. Dans tous les pays où nous nous sommes rendus, il y avait toujours cette habitude d'aller découvrir les marchés locaux. Et aujourd'hui, ça reste un amour énorme pour moi d'aller sur les marchés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me stimule énormément au niveau créatif même. Donc on a été sensibilisés très jeunes, mon frère et moi, au fait de mettre du vivant, du beau, du coloré dans les assiettes. Il y a vraiment des très belles valeurs qui nous ont été transmises. Et puis cet amour du vivant, du beau qui nous a été transmis par nos parents. Et c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup voyagé, ça a été aussi très enrichissant, très inspirant. Et ce qui m'a amené au métier de naturopathe, c'est une rencontre. Comme dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc ça a été une très très jolie rencontre en Australie. En fait, à la base, je voulais être médecin. Donc j'étais partie pour faire des études de médecine. J'étais inscrite à la fac à Paris-Dauphine. Et ayant été confrontée au milieu médical un peu plus jeune, il y avait des choses qui m'avaient un peu interpellée. Je trouvais qu'il manquait justement la vision holistique de l'individu et vraiment l'individualisation dans la prise en charge et aussi le côté humain. Et donc j'étais à la recherche d'un métier qui était dans l'aide, dans l'accompagnement, mais où on allait considérer vraiment l'individu dans sa globalité. Et lorsque j'étais en Australie, je suis partie vivre en Australie après mon baccalauréat scientifique. Et à Melbourne, j'ai fait la rencontre d'une naturopathe allemande. Elle était également homéopathe. Et lorsqu'elle m'a expliqué son métier, à l'époque j'avais 18 ans, je me suis dit waouh, en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que ça alliait vraiment tous les plans de l'être. Et il y avait aussi cette belle part à l'alimentation que je trouve tellement importante aussi. Et donc il y avait tout l'art de bien se nourrir dans cette approche. Et donc ça a été une évidence quand je suis rentrée en France et j'ai eu à cœur de me former à la naturopathie. Et je n'ai cessé finalement aussi tout le long de mon adolescence, ayant été sensibilisée plus jeune à la belle cuisine, je n'ai cessé de cuisiner, de prendre soin de moi avec des beaux produits. Et en Australie, je me suis formée à la cuisine crue à Sydney, dans un très joli restaurant à Bondi. Et c'est là où j'ai découvert notamment les jus extraits à froid avec un extracteur, où j'ai découvert tout un tas de préparations avec des super aliments. Et donc je suis rentrée en France avec un bagage immense et c'est venu enrichir déjà les connaissances que j'avais en alimentation avec encore plus de richesse nutritionnelle, etc. Donc je n'ai cessé ensuite de créer, d'explorer, puis j'ai ça dans ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai vraiment un côté très créatif et donc pour moi c'est une évidence au quotidien de créer. Donc voilà un petit peu pour résumer ce qui m'a mené à tout ça. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais donc voilà. Vous citez souvent Hildegarde de Bingen dans vos interventions. On a vu également récemment ici sur votre fil d'actualité. C'est une visionnaire du XIIe siècle qui disait « Quand l'âme et le corps fonctionnent en parfaite harmonie, ils reçoivent la récompense suprême de la santé et de la joie ». Qu'est-ce que ça signifie exactement pour vous cette citation ?
Comment est-ce qu'elle se reflète dans votre approche holistique? Cette citation, je la trouve absolument magnifique et pour moi, elle résume quelque chose de crucial. C'est-à-dire que c'est très important de prendre soin de la santé de son corps physique, mais c'est absolument primordial de prendre soin de la santé de son âme. Et on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un tout et on est habité par une âme. Et cette âme, c'est important de la choyer aussi quotidiennement. Et on ne peut pas dissocier les deux. Si on dissocie, on ne peut pas être en santé. La santé, dans vraiment sa définition la plus noble, c'est sa santé sur tous les plans de l'être. Et donc c'est ça qui est magnifique dans l'approche holistique, c'est qu'on va aller choyer tous les plans de l'être. Et donc c'est très important de mettre du beau, du bon, du sain dans son corps et d'aller choyer ce temple qui est vraiment précieux. Mais c'est absolument primordial et vital de prendre soin de son âme. C'est primordial. Choyer son âme, mettre du beau, du bon, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est uniquement par le biais de la cuisine ou bien est-ce qu'on peut se procurer le beau et le bon par d'autres biais? Pour choyer son âme, déjà en contemplant la nature qui est vraiment le fruit de la création divine, c'est absolument sublime. Son âme, c'est être en quête de vérité, d'aller chercher le vrai, le bien, le beau dans son quotidien, d'avoir des belles lectures qui nourrissent, la prière. Tout ça, ce sont vraiment des nourritures fondamentales et absolument vitales pour venir choyer son âme. Est-ce que la musique aussi peut faire partie? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il y a des musiques qui élèvent grandement. Toute la musique classique, quand vous prenez Vivaldi, Pachelbel, le canon de Pachelbel, c'est une musique qui élève énormément. Et quand vous vous rendez dans une église et que vous écoutez aussi tous ces merveilleux chants, c'est absolument splendide et c'est bouleversant de beauté. Et ça nourrit profondément l'âme aussi. Donc bien sûr, la musique, tout ce qui est beau, la beauté, les belles lectures, tout ça nourrit profondément. Et on en a besoin. Et le fait de se nourrir joliment, c'est d'aller nourrir tous les plans de son être. Donc certes, l'alimentation joue une part importante et ça demande d'être très conscient sur les choix qu'on fait. En termes de choix alimentaires, des ingrédients, etc., de savoir d'où ça vient, de respecter la saisonnalité, mais ça on pourra en parler par la suite. Et après, c'est de mettre du beau aussi dans son quotidien, de nourrir des liens qui sont beaux, de mettre de la beauté dans sa vie, de s'émerveiller, d'être aussi dans la gratitude. C'est très important de célébrer ce miracle absolument fabuleux d'être en vie et de vraiment célébrer ça tous les jours et puis d'être aussi dans la célébration de toute cette beauté qui nous entoure. Et encore une fois, quand on observe la nature, on ne peut qu'être comblé de voir à quel point ça a été créé à la perfection. Et que, encore une fois, tout ça, c'est le fruit de la création divine. C'est amusant parce que sainte Hildegarde de Bingen, déjà il y a 1000 ans, parlait de ce rapport avec la nature, avec les plantes, la diététique, et elle mentionnait également la spiritualité que vous avez évoquée pour guérir. La spiritualité guérissait selon sainte Hildegarde de Bingen. Est-ce que vous vous sentez en continuité avec cette tradition religieuse, spirituelle et en lien avec la nature? Absolument, oui, tout à fait. Et je trouve que tout ce qu'a transmis à sainte Hildegarde de Bingen, qui a été nommée docteur de l'Église, c'est absolument précieux. Et c'est vraiment une joie immense d'avoir accès à tout ça. Et en effet, on en revient à cette approche très holistique de la santé, où on considère vraiment l'individu dans sa globalité. Et c'est pour ça que c'est très important, justement, aujourd'hui, de considérer que la santé se rattache aussi à la foi. C'est très important de voir que l'être humain a besoin d'être connecté au divin pour être en santé. C'est vraiment fondamental. Et il y a en effet le corps physique, comme on l'a dit dans l'introduction, mais il y a cette âme aussi qui est absolument précieuse à choyer. En tout cas, la science actuelle, la médecine actuelle que vous évoquiez tout à l'heure met vraiment de côté ce lien qui pourrait potentiellement y avoir entre la croyance, la prière ou une pratique spirituelle quelconque et la santé. Vous y voyez un lien évident. Qu'est-ce qui vous a amené à penser comme ça? Ce sont vos expériences personnelles ou bien des lectures? Je vais dire que ce sont des très belles rencontres qui m'ont grandement portée et inspirée. Et j'ai une reconnaissance immense pour des personnes qui ont été vraiment... c'est la providence, c'est des rencontres de la vie
qui amène des prises de conscience qui sont absolument magnifiques. Et après, c'est vraiment lorsqu'on a la foi, qu'on est porté par ça, on voit le monde avec un regard qui, à mon avis, est porté d'une gratitude immense, parce qu'on s'émerveille devant toute la beauté, la pureté de la création. Et en effet, encore une fois, pour répondre à votre question, ce sont des très belles rencontres, ce sont de très belles lectures aussi qui viennent vraiment enrichir toute cette approche-là, et j'en suis profondément heureuse. Et en effet, je pense qu'encore une fois, on ne peut pas dissocier les plans de l'être, que c'est très important de considérer vraiment l'être humain dans sa globalité. C'est fondamental. Merci beaucoup, c'est très inspirant le message que vous faites passer, et je pense essentiel dans un monde voilà, où l'athéisme régit les relations, les interactions, la société de façon générale. C'est très inspirant. Je vous propose qu'on revienne un petit peu de façon concrète à l'alimentation que vous mettez en avant, une alimentation vivante, créative et naturelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie concrètement et pourquoi est-ce que ce type d'alimentation est essentiel ? Bien sûr. Alimentation vivante, déjà dans vivante, il y a la vie. Donc une alimentation vivante, c'est une alimentation qui va venir nourrir la vie en nous. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a énormément d'aliments qui sont industrialisés, qui sont frelatés, qui sont traités et qui sont quelque part dépourvus d'une grande partie de leur vitalité. Et malheureusement, avec ce type d'aliments, on ne peut pas venir choyer la vie qui est en nous. Et c'est pour ça qu'une alimentation vivante, c'est une alimentation qui va venir choyer la vie dont nous sommes porteurs. Et c'est pour ça, si on veut être pleinement en vie et rayonner et vivre une vie qui a du sens, c'est important de mettre ce sens dans son assiette et d'inviter la vie au quotidien avec des aliments de qualité qui sont d'une grande fraîcheur, qui ont été cultivés aussi avec conscience pour venir choyer la vie en nous. Après, l'alimentation, c'est aussi très sensoriel. C'est-à-dire qu'on va commencer à se nourrir avec ses yeux. Tout ce que l'on voit, c'est aussi une manière de se nourrir. Et c'est pour ça, on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, se nourrir de beauté. Ça passe aussi par le fait de voir de belles choses, de contempler de belles choses. Et donc, une alimentation qui est colorée, elle est déjà extrêmement satisfaisante. Parce qu'elle vient apporter de la gaieté, de la joie, du beau. Et on a profondément besoin de ça. Et encore une fois, quand un plat arrive sur la table, un des premiers sens, en plus de l'odorat, s'il y a une odeur qui émane du plat, qui va être en action, c'est la vue. Et donc un plat qui est joliment présenté, avec de belles couleurs, c'est absolument merveilleux et ça participe au plaisir que l'on va avoir à déguster ce plat et à sa bonne digestion. Donc l'alimentation vivante, créative, et c'était naturel que vous disiez aussi. Naturel, c'est-à-dire qui est en cohérence avec la nature, c'est-à-dire qui n'a pas été trafiqué, qui reste fidèle à la création originelle, c'est-à-dire une carotte qui n'a pas été modifiée génétiquement, etc. Donc vraiment un produit qui est dans son essence, son essence première, qui n'a pas été modifié. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, tout a été créé à la perfection. Et quand on essaye de modifier les choses, de traficoter les choses, on en vient aussi à impacter forcément la santé humaine avec des produits qui ne sont plus adaptés au corps humain. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre la main justement sur ces aliments frais, originels, qui ne sont pas modifiés? Est-ce que c'est possible d'en trouver encore dans les supermarchés ou est-ce que forcément il faut aller chercher le petit producteur de la région locale pour pouvoir avoir accès à ces aliments de toute fraîcheur? Alors c'est une excellente question et c'est vrai que l'idéal c'est vraiment de se rapprocher des petits producteurs qui sont souvent présents sur les marchés et qui proposent des produits d'une grande fraîcheur, qui ont été souvent cultivés avec une conscience magnifique, récoltés pour la plupart le matin même ou la veille, et ça c'est d'une grande importance parce que le produit est imprégné encore d'une énergie vitale bien particulière. Un produit qui voyage beaucoup, qui est stocké en chambre froide pendant des jours et des jours, forcément il va se dévitaliser. Alors que lorsqu'on va auprès d'un petit producteur qui vient de récolter son produit, on a un produit qui est gorgé d'énergie vitale, qui est encore très frais et donc qui va être profondément nourrissant.
Alors pour répondre à la question par rapport au supermarché, c'est vrai que en ce qui me concerne, je vais quasiment jamais, enfin ça devient très étranger pour moi les supermarchés, sauf pour acheter des piles parfois ou quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas pour ce qui est alimentaire, je pense que c'est très très important d'être sur des circuits courts quand on en a la possibilité, parce que en effet tout le monde n'a pas cette possibilité-là d'être en contact direct avec les petits producteurs. Lorsqu'on vit dans une grande ville, c'est moins évident et c'est pour ça que les marchés sont des lieux de rencontre idéaux pour ce type d'approvisionnement en produits frais. Et puis il y a de plus en plus de petites enseignes dans les grandes villes qui proposent justement des circuits courts, du champ à l'assiette, avec des petits producteurs de la région périphérique qui viennent apporter leurs produits. Donc ça, ce sont vraiment de très belles propositions d'aliments. Et d'éviter bien sûr tout ce qui est sous plastique et qui reste des jours et des jours dans des rayons de supermarché et qui sont souvent traités. Ça c'est vraiment à éviter. Et de se renseigner, de regarder autour de soi s'il n'y a pas des petits producteurs environnants. Et généralement, on a toujours la possibilité de se rapprocher de petits producteurs, quelle que soit la région où on se trouve, et de rentrer en contact avec eux pour avoir des beaux produits de saison d'une grande fraîcheur. Et ça, c'est vraiment très très important. La fraîcheur, la conscience avec laquelle le produit a été cultivé. Et je trouve même que c'est extrêmement beau de savoir d'où provient ce que l'on consomme et de mettre un visage sur qui est à la genèse de ce produit-là. Et souvent, on est très ému et touché de voir qui a pris le soin de cultiver tel ou tel légume. Et puis, il y a un échange. Quand on va au marché ou quand on va chez le producteur, on parle. C'est la beauté de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une interaction qui est elle aussi très nourrissante et qui met du sens sur ce qu'on va consommer et de l'humanité aussi. C'est-à-dire que ça nous rapproche aussi de ce côté humain. Nous sommes des êtres de contact et de pouvoir avoir ces échanges-là, c'est vraiment très précieux. Vous parlez du traitement des aliments. Est-ce que vous veillez toujours à ce que les producteurs qui vous fournissent en légumes, fruits, cultivent de façon biologique ou bien comment vous faites Absolument. Moi, je suis assez rigoureuse là-dessus et j'ai vraiment à cœur de choisir la qualité optimale de produits. Et après, j'ai bien conscience qu'il y a certains producteurs qui sont plus que bio dans leur méthode de production, mais qui n'ont pas les moyens de se payer le label biologique. Mais lorsque vous regardez la manière dont ils cultivent les légumes, c'est d'un respect profond. Il n'y a aucun traitement où ce sont des traitements à base d'argile ou des choses extrêmement respectueuses de l'aliment. Donc c'est pour ça que le dialogue est très important. De savoir comment travaille la personne, et vous allez voir que parfois il y a des personnes qui en effet n'ont pas le label AB mais qui sont plus que bio, et ça c'est pour ça que c'est très très important de pouvoir poser ces questions-là. Et par contre je suis plus réticente sur tout ce qui est appellation raisonnée, etc. Parce que pour moi le raisonné, on a tous notre définition du raisonnable, et donc si quelqu'un se dit que c'est très raisonnable de mettre des quantités importantes de pesticides sur ses légumes, eh ben on va pas avoir la même vision des choses. Et c'est pour ça que en effet je suis très rigoureuse sur la qualité des matières premières, et j'ai vraiment à cœur d'aller vers déjà la plus grande fraîcheur des produits de saison et qui n'ont reçu aucun traitement, aucune modification, et qui ont été cultivés avec une conscience, une très belle conscience. On trouve parfois des produits bio dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous pensez du bio justement, de ces grandes surfaces ? Alors, je pense encore une fois, je n'ai pas voyagé dans tous les pays du monde, peut-être qu'il y a des endroits où ce sont les mêmes fournisseurs dans certaines enseignes, et puis il y a tellement d'enseignes différentes que c'est compliqué de pouvoir émettre un avis très tranché sur cela. Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve ça profondément dommage d'emballer des produits bio dans plein de plastique, des barquettes, etc. Et que je pense qu'il est quand même très important en tant que consommateur de se renseigner précisément sur l'origine. Et c'est pour ça qu'en supermarché, on est coupé un peu de ça. On ne sait pas exactement qui est à l'origine de ce produit, si c'est des mélanges d'approvisionnement de différents producteurs, etc. Donc voilà, personnellement, je préfère aller directement chez le producteur et sur les marchés. Je pense que ça peut dépanner certaines personnes, le bio de grande surface. En ce qui me concerne, j'évite. Une dernière petite question par rapport à l'énergie vitale des aliments que vous avez soulevé tout à l'heure. La plupart des aliments qu'on a aujourd'hui dans les grandes surfaces, ce sont des produits de fast-food, des aliments ultra transformés, industrialisés. Quel est l'impact de ces aliments sur notre santé de façon globale ?
Alors comme on l'a nommé tout à l'heure, un aliment qui est dévitalisé, forcément, il ne va pas nourrir la vie en nous. Donc il peut même l'entraver. C'est-à-dire qu'un aliment qui a été industrialisé au point où il est complètement dépourvu d'énergie vitale, plutôt que d'apporter des choses profitables au corps, il va drainer l'énergie du corps. La grosse problématique aujourd'hui, en plus, ce sont tous les traitements qui sont apportés aux produits, donc les pesticides, les produits antifongiques, etc., qui vont grandement altérer la qualité de la flore intestinale, qui vont altérer toute la qualité finalement digestive. Il faut savoir que le foie, qui est un organe remarquable, qui va filtrer près de 2400 litres de sang par jour, gère aussi tout le traitement des indésirables, donc les pesticides, les substances médicamenteuses, etc. Et quand on va sursolliciter le foie avec des aliments, j'ai envie de dire, on ne peut même pas qualifier ça d'aliments. Parce qu'il y a un moment donné, ça a été tellement traficoté que, pour ma part, je vois ça avec un regard un peu estomaqué, de me dire, mais comment certaines personnes peuvent ingérer ce type de produit? Parce qu'on n'est plus dans de la nourriture, là. Pour moi, c'est quelque chose qui est inqualifiable. Il y a certains produits qui sont assez effrayants finalement. Quand on voit certains caddies de supermarché, il y a des choses qui sont assez horrifiantes. Et c'est là où on se dit où le corps est assez remarquable d'arriver à traiter ça parce que c'est pas du tout physiologique. Et donc le fait de se nourrir avec des produits qui ont été à ce point-là transformés et qui ne répondent plus à la physiologie humaine, et au bout d'un moment, on altère les facultés physiologiques du corps, on va entraver énormément de paramètres vitaux, on va sursolliciter des fonctions métaboliques qui n'ont pas à être sursollicitées à ce point-là. Et sur du long terme, en fait, alors chacun va gérer ça à sa manière, hein, il y a des gens plus tolérants que d'autres, mais sur du long terme, malheureusement, on appauvrit sa santé. On appauvrit sa santé et pas que sa santé physique, parce que tout est lié. Et comme le disait très bien Hippocrate, père de la médecine, que ton aliment soit ton médicament. Moi j'aime bien aussi réduire ça en disant nous sommes ce que nous mangeons. Donc en fait tout ce qu'on va ingérer va venir aussi impacter notre qualité d'être, nos interactions, notre perception de la vie. Et au plus on va mettre du beau, du bon, du joyeux, du cohérent dans son assiette, au plus on va avancer avec toutes ces valeurs-là dans la vie. Et au plus on va se nourrir d'aliments transformés, frelatés, industrialisés, au plus on va avoir aussi une vision de la vie qui va devenir de plus en plus étroite, de plus en plus morne. Et donc c'est très important de prendre conscience que tout ce qu'on ingère va nous impacter à la fois sur notre santé physique, mais aussi sur des plans supérieurs. Donc c'est toute l'importance d'être vraiment précautionneux quant à cet acte de se nourrir et de bien prendre conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas propres à la consommation en fait. Et qu'à partir du moment où certaines personnes ont ce réflexe de se nourrir avec des aliments qui ont été complètement traficotés et qui s'éloignent complètement de la base d'un aliment sain, forcément ça n'est pas sans conséquence pour le corps physique et pour aussi l'état d'esprit que l'on va adopter dans la vie. On dit aussi que l'intestin est corrélé et relié avec le cerveau, que ce qu'on mange a vraiment un impact aussi sur le mental. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu la relation entre les deux? Oui, bien sûr. De toute façon, encore une fois, on a été divainement créés et tout communique de manière très étroite. Et ce qu'on va ingérer, il y a des neurones aussi au niveau de l'intestin. Et en fait, tout ce que l'on va ingérer va venir impacter notre qualité de pensée aussi. Et lorsqu'on a un intestin qui est encrassé, qui fonctionne au ralenti, etc., on peut aussi avoir un état d'esprit qui est encrassé. Tout fonctionne de pair. Et c'est pour ça que c'est très important de voir le corps que nous sommes, toute cette création que nous sommes, comme quelque chose de divinement créé et qui fonctionne avec une connexion permanente. Tout est étroitement lié. Et tout comme les émotions vont venir aussi impacter notre corps physique. Donc l'alimentation que l'on ingère peut venir impacter notre état d'être, à la fois physique mais aussi psychologique.
Et à l'inverse, toutes les émotions que nous traversons, toutes les épreuves de vie ou les non-dits, etc., que nous pouvons vivre par moments, peuvent venir se somatiser. Et c'est pour ça qu'on va parler de somatopsyché ou de psychosomatique. En fait, tout est étroitement lié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut très souvent observer, ça peut être la genèse de nombreuses maladies, des choses qui ne sont pas exprimées, des émotions qui sont refoulées, qui sont exprimées, des non-dits qui viennent se cristalliser et qui vont venir se somatiser au niveau physique. Et à l'inverse, une mauvaise hygiène de vie avec de la sédentarité, une alimentation inappropriée, un manque de sommeil, etc., va venir impacter la qualité de notre état d'esprit, notre état psychologique et tout un tas d'autres plans. Ça, c'est une évidence. C'est très inspirant tout ce que vous nous racontez là, ça donne envie de manger sainement. Également quand on lit votre ouvrage, c'est coloré, c'est créatif, ça donne envie de consommer de la nourriture saine. Mais il y a beaucoup de personnes qui cultivent cette idée que manger sainement c'est forcément triste, ennuyeux, fade. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes? Alors je leur répondrais de vraiment changer leur perception, parce que c'est complètement erroné et il y a une vraie rééducation à faire à ce niveau-là. Et je pense que ça passe dès le plus jeune âge, justement, de sensibiliser les palais au beau, au bon. Et en fait, tout ce qui est brut, tout ce qui n'a pas été transformé, déjà c'est exquis. Quand vous prenez une super bonne carotte qui vient de sortir de terre, déjà ça c'est extrêmement savoureux. Et manger sainement, c'est déjà très ludique. On a une chance immense d'avoir des saisons qui nous offrent une variété d'ingrédients tous les mois absolument exceptionnelle. Donc la monotonie, elle n'est absolument pas au rendez-vous. Au contraire, on est vraiment gâtés parce qu'il y a une diversité de produits. Chaque mois, c'est des rendez-vous merveilleux avec des produits exceptionnels. Et il y a une quantité d'ingrédients différents, de saveurs différentes qui font qu'en fait, on ne peut absolument pas être dans la monotonie avec tout ça. Et puis alors la fadeur, non, pas du tout. Quand on cuisine avec des produits d'excellente qualité et qu'on va se fournir chez des très beaux producteurs, on a des saveurs exceptionnelles et que l'on respecte la saisonnalité aussi, ça c'est très important. Parce que bien sûr, quelqu'un qui va manger des tomates cerises pour la table du réveillon au Nouvel An, c'est plus la saison des tomates. Donc forcément, ça va être une saveur insipide, fade. Et en plus, ça n'a pas du tout de sens de manger ce type d'ingrédients à cette période-là de l'année. Mais voilà, c'est de mettre vraiment du bon sens dans l'assiette. Ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, il y a tout un travail de sensibilisation qui est à faire auprès du plus jeune public, dès l'enfance, de sensibiliser le palais, de faire goûter différents légumes, différents fruits. Quand on voit toute la diversité de beaux produits qui nous sont offerts chaque mois de l'année au fil des saisons, c'est impossible de ne pas avoir une créativité qui est juste éblouissante avec tout ça et de ne pas se régaler. Donc c'est la nourriture saine et absolument savoureuse et belle. Je vous propose qu'on revienne maintenant sur votre magnifique ouvrage « Mes jus maison au fil des saisons ». C'est un régal pour les yeux de ne serait-ce que consulter les recettes sans avoir testé moi-même les recettes, hein, mais voilà, c'est vraiment un ouvrage magnifique. Je voulais vous demander quels sont les bienfaits les plus fréquents observés quand on consomme ces jus, les jus que vous proposez dans votre ouvrage. Bien sûr, déjà je vous remercie beaucoup pour ces très beaux retours qui font chaud au cœur. Et les bienfaits que l'on observe le plus fréquemment lorsqu'on introduit les jus fraîchement extraits avec des produits de qualité, que je qualifie d'élixir de vie, c'est vraiment une plus grande vitalité, déjà dans un premier temps, parce que c'est de la vie en concentré, un jus de légumes est gorgé d'enzymes. Les enzymes, ce sont des éléments indispensables à la vie. Et donc, au plus on va consommer des préparations riches en enzymes, au plus on va nourrir aussi la vie en soi. Donc vraiment un regain de vitalité, une meilleure récupération aussi. Et on peut vraiment avoir des effets très visibles sur la peau. Parce qu'étant donné qu'on apporte tout un tas d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, ça vient participer à la bonne santé générale et ça se reflète sur la peau, bien sûr. Et il peut y avoir aussi une meilleure digestion.
On va venir choyer aussi les fonctions digestives, notamment avec les jus verts qui sont très riches en chlorophylle. La chlorophylle a cette propriété d'assainir grandement la sphère digestive et notamment d'accélérer ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Donc le péristaltisme intestinal, ce sont les contractions de l'intestin pour justement aller évacuer les déchets. Et donc le fait de boire régulièrement ces élixirs de vie, ça va contribuer à choyer toute la sphère digestive, à choyer le foie. Il faut savoir aussi que le foie et l'intestin communiquent très étroitement par une veine qui est appelée la veine porte. Et donc en fait, il y a des informations qui se transmettent de manière permanente. Donc à partir du moment où on va choyer le foie, on va aussi choyer l'intestin et vice-versa. À partir du moment où on prend soin de son intestin, on prend soin aussi de sa santé hépatique. Donc voilà, c'est un tout. Et puis, bien sûr, déjà, c'est délicieux. Donc on a aussi ce plaisir de savourer ces élixirs de vie. Étant donné que les jus sont gorgés d'enzymes, ça peut être vraiment très intéressant de les introduire 20 minutes avant le repas, parce que ça va stimuler aussi la digestion par derrière, et c'est très très intéressant. Donc je dirais pour résumer, on observe vraiment un regain de vitalité, une meilleure mine, on va avoir vraiment de plus jolies couleurs, ça va se refléter bien sûr sur le corps physique, sur la peau, et il y a vraiment cette sensation aussi d'entrain, de joie que ça peut apporter. Ça c'est évident, et un confort digestif qui est indéniable. Vous insistez beaucoup dans l'ouvrage sur l'importance de l'extraction à froid. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors extraction à froid, ça veut dire qu'il n'y a pas de chauffe qui a été produite, et donc on va préserver tous les précieux nutriments contenus dans les ingrédients que l'on va insérer dans l'extracteur de jus. Donc une extraction à froid se réalise obligatoirement avec un extracteur de jus, ça n'est pas possible avec une centrifugeuse. On pourra en parler ultérieurement de cette grande différence qu'il y a entre les deux. Mais donc extraction à froid pour préserver tous les précieux nutriments. Il y a certains nutriments comme les enzymes, la vitamine C, il y a également la chlorophylle qui est sensible à la chaleur, et c'est pour ça que c'est très très important de veiller à la qualité d'extraction et qu'il n'y ait pas de chauffe qui soit produite pour conserver tous les précieux nutriments. Mais alors concrètement, c'est quoi la différence entre un extracteur de jus et une centrifugeuse? Alors la centrifugeuse, comme son nom l'indique, c'est la force centrifuge qui va projeter les ingrédients sur un tamis. Donc ça tourne extrêmement vite, on est entre 1500 et 15 000 tours par minute, ce qui est très très rapide. Et donc il y a une chauffe qui va être produite. Cette chauffe, elle va altérer certains composés contenus dans les légumes et les fruits, comme je le disais tout à l'heure, les enzymes, la vitamine C qui sont thermosensibles, la chlorophylle aussi qui est sensible à la chaleur. Ce qui fait qu'avec une centrifugeuse, on va avoir un résultat qui est gustativement pas mauvais, mais qui nutritionnellement aura été largement appauvri. Et d'ailleurs, on le voit très souvent, un jus qui a été réalisé avec une centrifugeuse, après la réalisation du jus, il va être en palier, donc il ne va pas du tout être homogène. On va observer des paliers au niveau du jus. Il y a souvent beaucoup de mousse, et il va brunir très rapidement, ce qui prouve qu'il y a une oxydation déjà qui a été produite et qu'il y a une altération des qualités nutritionnelles. Par ailleurs, une centrifugeuse, déjà c'est très très bruyant et ça a un rendement qui n'est pas du tout optimal. C'est-à-dire que les fibres qui vont être récupérées suite à la réalisation d'un jus avec une centrifugeuse vont encore être très très humides. On pourrait limite les repasser dans la machine pour réobtenir du jus. Donc il y a une perte immense et c'est très dommage parce qu'on a un rendement qui est vraiment pas optimal, ce qui fait qu'on perd beaucoup en jus. Et ce qui n'est pas le cas du tout avec un extracteur de jus, mais je dirais le point vraiment crucial, c'est que la centrifugeuse va dénaturer en partie le produit et créer une oxydation de par la vitesse de rotation qui est très très élevée. À l'inverse, un extracteur de jus, on parle donc d'extraction à froid, lente. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, un extracteur de jus, ça tourne entre 40 et 100 tours par minute. Donc c'est très très lent et c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir de chauffe qui est produite et qu'on est très très loin des 1500, 15 000 tours par minute de la centrifugeuse. Et donc l'extracteur de jus, c'est vraiment une extraction tout en douceur. Généralement, c'est une vis sans fin où ce sont 2 rouleaux broyeurs crantés qui vont venir écraser tout en douceur les ingrédients que l'on va mettre dans son extracteur, donc les fruits, les légumes qu'on y insère, pour obtenir un jus d'une très grande qualité qui généralement va être très homogène à l'arrivée,
avec une belle fluidité en bouche. Il ne va pas du tout être déstructuré en palier et il ne va pas brunir. Et c'est là où on se rend compte de la qualité d'extraction. Et c'est ça qui fait la grande différence entre la centrifugeuse et l'extracteur de jus. Et par ailleurs, avec un extracteur de jus, on a un rendement qui est bien plus intéressant. Alors encore une fois, il existe tout un tas de modèles différents d'extracteurs de jus qui ne se valent pas tous. Il y a des modèles beaucoup plus performants, sophistiqués et qualitatifs que d'autres. Mais en tout cas, lorsqu'on parle d'un bon extracteur de jus qui fait des bons jus, on voit tout de suite la différence en bouche. Et sur le plan nutritionnel, c'est incomparable. C'est vrai que souvent, les gens font l'amalgame entre l'extracteur de jus et le blender. En fait, pour expliquer ce qu'est un extracteur de jus, l'extracteur de jus, c'est une machine qui va avoir pour rôle, lorsqu'on insère par exemple une carotte dans un extracteur de jus, il va séparer d'un côté les fibres insolubles dans un bac pour récupérer les fibres. Donc les fibres insolubles vont être récupérées dans un bac et dans l'autre bac, on va avoir le jus qui lui est encore pourvu de fibres solubles. Donc on a vraiment cette séparation entre les fibres insolubles et le jus. Un blender, si je mets une carotte dans le bol d'un blender, on va mixer la carotte, mais on va conserver encore les fibres solubles et insolubles dans le bol du blender. Donc avec un blender, on ne peut pas réaliser un jus à proprement parler, on va plutôt réaliser un smoothie, un dip, une soupe, mais on va conserver les deux familles de fibres, à savoir les fibres insolubles et les fibres solubles. Et les fibres insolubles, ce sont les fibres qui sont les plus complexes à digérer, et c'est pour ça qu'elles sont isolées avec l'extracteur de jus. Donc non, on ne peut pas faire un jus à proprement parler avec un blender. En fait, ce qu'il est important de comprendre lorsque l'on va manger un aliment dans son entièreté, ce qui est très important, le but c'est pas de se nourrir que de jus, c'est vraiment d'avoir ce bel équilibre. Les jus viennent enrichir une alimentation qui est déjà équilibrée, en apportant encore plus de vie au corps. Et il faut savoir aujourd'hui que même en se nourrissant de produits issus de l'agriculture biologique, malheureusement les sols ont été très appauvris et donc il est compliqué d'avoir un apport nutritif équivalent à celui que pouvaient avoir nos grands-parents par exemple lorsqu'ils croquaient dans une pomme. Ce qui nous demande nous aujourd'hui de consommer encore plus d'aliments crus pour avoir des apports suffisants en vitamines, en antioxydants, en minéraux pour être en santé. Sauf que ces apports augmentés ne doivent pas se faire au détriment de nos capacités digestives avec un surplus de fibres qui peut être complexe à gérer. Les fibres sont indispensables à une bonne santé intestinale, mais l'excès de fibres, lui, est problématique, notamment sur certains terrains où l'intestin est très inflammé. Donc c'est là où c'est important de comprendre que les jus viennent encore une fois enrichir, complémenter une alimentation qui est déjà bien équilibrée avec un apport correct en fibres et adapté à la physiologie de chacun, et ce sans sursolliciter le système digestif avec un surplus de fibres qui pourrait être complexe à gérer. Donc ça nous permet d'augmenter nos apports en légumes au quotidien, en légumes crus, sans avoir à gérer l'amas de fibres insolubles qui peut être délicat à gérer par notre organisme. Donc quand je mange une carotte entière, mon corps va avoir comme fonction de venir séparer les nutriments de ces grosses fibres, d'extraire les nutriments de ces grosses fibres. Là, l'avantage de l'extracteur, c'est qu'il va faire tout ce travail-là à la place du système digestif, ce qui fait qu'on se retrouve avec une boisson gorgée de vitalité où on va pouvoir faire un jus avec un bouquet de céleri entier, avoir tous les bienfaits du bouquet de céleri en entier sans devoir gérer ces énormes fibres insolubles qui pourraient être très irritantes et complexes à gérer pour la plupart des intestins. Donc c'est ça qu'il est important de comprendre. Je pense que tout le monde voit un peu la branche de céleri, à quel point elle peut avoir des fibres assez denses et complexes à gérer. Donc manger une branche de céleri comme ça, c'est tout à fait réalisable pour la plupart d'entre nous. Par contre, manger tout un bouquet de céleri comme ça à la croque, ça peut être complexe au niveau du système digestif parce que ça fait un apport en fibres qui est trop important. Et encore une fois, il y a une différence entre les fibres solubles et insolubles. Les fibres insolubles sont beaucoup plus irritantes et complexes à digérer pour le système digestif. Et avec ces fibres insolubles justement qui sont mises de côté par l'extracteur de jus, est-ce qu'on peut les recycler d'une façon ou d'une autre ou qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Bien sûr. Alors déjà, si on a un poulailler, ça fait le bonheur des poules et ça permet d'avoir des œufs absolument délicieux. Sinon, il y a des recettes que l'on peut réaliser avec certaines fibres, pas toutes, parce que si vous réalisez par exemple un jus avec du céleri branche, les fibres ne sont pas forcément les plus intéressantes à réutiliser au niveau culinaire. Donc généralement, le mieux, c'est de les mettre au compost. Mais par exemple, les fibres issues
d'un jus de carotte ou d'un jus de betterave ou d'un jus de poivron ou de fenouil peuvent tout à fait être réutilisés pour réaliser des crackers ou faire des galettes de légumes ou incorporer dans des recettes de pâte à crêpes, etc. pour avoir un bel apport en fibres. Mais encore une fois, chez des personnes qui ont l'intestin irrité et inflammé, on va éviter de reconsommer ces grosses fibres insolubles par derrière. Mais en tout cas, il y a toute une diversité de recettes que l'on peut réaliser en effet avec ces fibres. Et quand on commence justement à consommer de plus en plus de jus, comme vous le préconisez, est-ce qu'on peut avoir des réactions parfois surprenantes auxquelles on ne s'attend pas justement en lien avec la consommation des jus? Tout à fait, et c'est bien de le préciser, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas pour habitude de manger beaucoup d'aliments vivants, qui est surtout avec des habitudes alimentaires, avec beaucoup d'aliments transformés, cuits, etc., lorsqu'elle va mettre un élixir de vie comme ça dans son corps, ça peut réactiver tout un tas de choses, notamment au niveau digestif. Si la personne consomme un jus vert, par exemple, donc un jus riche en chlorophylle, il peut y avoir une accélération du transit, en tout cas une réactivation à ce niveau-là qui fait que la personne peut éliminer plus que d'habitude. Il peut aussi y avoir des petites éruptions cutanées chez certaines personnes parce qu'en fait on va remettre en circulation tout un tas de choses et cela s'appelle une crise curative. Donc c'est-à-dire que le corps peut se débarrasser de certaines toxines qui sont remises en circulation et il peut y avoir certaines manifestations physiques, que ce soit au niveau cutané, ça peut être un léger mal de tête, ça peut être une accélération du transit. Il n'y a pas à s'alarmer de ça, au contraire c'est plutôt positif, c'est la vie qui se remet en marche. Après, si toutefois ces effets-là perdurent, c'est important de se référer à un praticien de santé pour faire part de ce qu'on observe, de ne pas laisser traîner quelque chose qui peut s'installer dans la chronicité. Mais il est tout à fait normal, notamment chez quelqu'un qui a une hygiène de vie qui n'est pas forcément en corrélation avec ces habitudes-là, d'avoir des manifestations particulières sur différents plans. Et je vois ça comme quelque chose de très positif, encore une fois, parce que c'est la vie qui se remet en marche. Enfin, qui est toujours là, mais en tout cas qui se réactive de manière beaucoup plus évidente. C'est intéressant également parce que dans vos livres, dans vos recettes, vous proposez des alliances équilibrées entre légumes et fruits, avec, en conseillant de commencer avec 50% de légumes et 50% de fruits dans un premier temps, et puis progressivement de réduire la proportion de fruits. Pour quelles raisons exactement on réduit les... Alors, c'est vraiment préférable de mettre l'accent plus sur les légumes que sur les fruits, parce que les fruits sont beaucoup plus sucrés que les légumes. Et par ailleurs, ils renferment aussi beaucoup plus d'acide. Les légumes sont beaucoup plus alcalinisants. Et donc l'idéal, lorsque l'on se lance dans la belle aventure des jus fraîchement extraits, déjà c'est de commencer avec un ratio plutôt équilibré entre les fruits et les légumes pour familiariser son palais, parce que certaines personnes peuvent être très surprises par un jus 100% légumes, et au fur et à mesure de diminuer la quantité de fruits pour avoir un jus le plus alcalinisant et le moins sucré possible. Parce qu'étant donné qu'on enlève aussi une grande partie de fibres, ça va jouer dans la régulation glycémique et le fait de boire des jus de fruits, ça peut déstabiliser la glycémie et à force fragiliser un petit peu les fonctions digestives. Bien qu'un jus de fruits qui est extrait avec un extracteur de jus n'a rien à voir avec un jus de fruits du commerce. C'est beaucoup plus qualitatif, c'est beaucoup plus nourrissant. Donc il vaut mieux, si on a des enfants et si on a des envies de jus de fruits, faire un très bon jus avec l'extracteur. On aura une qualité remarquable et de se faire ce plaisir-là de temps en temps, c'est très sain aussi. Mais en effet, dans sa pratique quotidienne de réalisation de jus, vraiment mettre l'accent sur les légumes. Idéalement, on recommande le ratio 30% de fruits, 70% de légumes. L'idéal de l'idéal, c'est 100% légumes pour justement limiter les effets indésirables d'une consommation excessive de jus trop sucré. Est-ce qu'il y a des points particuliers à éviter quand on commence justement cette belle aventure des jus? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Oui, absolument. Alors il y a différentes erreurs à éviter. La première grande erreur, c'est de consommer ces jus trop froids. Donc souvent les gens vont faire un jus avec des aliments qui sortent directement du frigo et ce qui fait qu'on a un jus qui est très très froid et ça peut refroidir le système digestif et impacter justement toute la sphère digestive
Et c'est important justement d'avoir plutôt des jus à température ambiante. Et lorsqu'on est dans les saisons plus fraîches, comme l'automne ou l'hiver, de rajouter des épices, comme du gingembre, du curcuma, pour venir choyer cette énergie digestive, ce feu digestif, et ne pas l'amoindrir avec des boissons froides. Et d'ailleurs, en règle générale, on devrait éviter de boire des boissons réfrigérées ou de manger des aliments trop froids, parce que ça vient vraiment impacter la qualité de la digestion et impacter ce feu digestif, cette énergie digestive. Donc ça, c'est la première grande erreur. Ensuite, une autre erreur qui peut être fréquemment commise, c'est lorsqu'on réalise un jus, d'attendre trop longtemps avant de le consommer, c'est-à-dire de le laisser à température ambiante, à l'air libre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que le jus est au contact de l'air, il commence à s'oxyder. Donc en fait, l'idéal, lorsqu'on réalise un jus à l'extracteur, c'est de le consommer dans la foulée, tout en prenant le temps bien sûr de bien le savourer, mais de ne pas attendre trop longtemps avec le jus à l'air libre avant de le consommer. Parce qu'en fait, pour illustrer un petit peu mon propos, on va prendre l'image d'une pomme que vous coupez en deux. Alors au début, la chair est magnifique, elle est bien vive, et puis au bout de quelques secondes, elle va commencer à brunir. Et bien c'est pareil pour un jus, c'est pas forcément perceptible à l'œil nu, mais dès qu'il est au contact de l'air, il va y avoir une oxydation qui va se produire, et donc une déperdition nutritionnelle. Et c'est pour ça, si on réalise plus de jus qu'on avait prévu de réaliser à la base, l'idéal c'est de le conserver dans une carafe de mise sous vide, comme pour le vin. Donc ça existe, hein, vous pouvez en trouver sur le site de Warm Cook. Donc c'est une carafe où vous allez disposer votre jus dedans et faire le vide d'air à l'aide d'une petite pompe. Il y a aussi des gourdes ou des bouchons de mise sous vide pour conserver vos jus de manière optimale pendant 24 à 48 heures au frais, en évitant ce processus oxydatif. Une autre grande erreur qui est commise aussi, c'est de boire son jus cul sec. C'est-à-dire, par exemple, on a très soif, on vient de faire un super bon jus et on le boit sans prendre le temps de le savourer. Ça, c'est une erreur aussi, malheureusement. Il faut savoir qu'au niveau buccal, il se passe énormément de choses et c'est important de prendre le temps de bien ensaliver, de bien savourer son jus pour profiter un maximum de ses bienfaits et que ce soit vraiment un plaisir à tout niveau. Donc voilà, un jus, c'est un élixir de vie, encore une fois. Donc on prend le temps de bien l'ensaliver et de bien le savourer. Une autre grande erreur qui est commise, on l'a évoqué précédemment, c'est de mettre l'accent sur les fruits plutôt que sur les légumes. L'idéal, encore une fois, c'est plutôt de mettre l'accent sur les légumes que sur les fruits et de se diriger le plus rapidement possible vers le ratio 30% de fruits, 70% de légumes au sein de ces jus. C'est l'idéal. Et pour les personnes qui sont vraiment bien familiarisées au niveau des papilles, d'aller sur du 100% légumes. Et c'est tout à fait réalisable avec des légumes très doux comme la carotte et la betterave. Même un pur jus de poivron, c'est excellent. Alors botaniquement parlant, le poivron est considéré comme un fruit, mais en tout cas il est beaucoup moins sucré qu'un fruit, il est très très riche en vitamine C, et donc ça peut être très intéressant d'aller sur des jus 100% légumes. Vraiment, un pur jus de carotte, c'est absolument exquis. Et une autre grande erreur aussi qui est commise, pour beaucoup de personnes, en fait, parfois il reste des légumes dans le fond du frigo, un peu rabougris, le brocoli qui est à moitié jauni, la carotte qui est toute flétrie, l'épinard tout flétri, et les personnes se disent, enfin certaines personnes se disent, ah ben je vais faire un jus pour éviter de perdre ces légumes. Alors la démarche est bonne, est tout à fait louable, mais sur le plan nutritionnel, malheureusement, un légume qui a perdu sa vitalité et qui a déjà été grandement altéré et oxydé ne va pas avoir ce pouvoir d'être régénéré par l'extracteur de jus. Donc en fait, quand on réalise un jus avec des produits qui ont été dévitalisés, qui ont perdu leur vibration, leur énergie vitale et qui sont déjà pour certains oxydés, ben malheureusement le résultat final, le jus qu'on va obtenir ne va pas être intéressant sur le plan nutritionnel et peut même être plutôt à éviter. Donc l'idéal vraiment, quand on a des légumes qui commencent à tirer un petit peu la tête, c'est de les mettre au compost et de ne pas les consommer. On en revient à ce qu'on disait au départ, si on veut être pleinement en vie, c'est de se nourrir d'aliments qui sont porteurs de cette vie. Donc si on consomme des aliments qui sont à moitié oxydés, qui sont complètement dévitalisés et parfois même un petit peu moisis, non, c'est pas du tout profitable pour le corps humain. Donc ça, c'est à éviter. Voilà, je dirais que c'est des grandes erreurs. C'est bien de faire attention à tous ces points-là lorsque l'on se lance dans l'aventure des jus fraîchement extraits et de garder ça en tête. Et puis je rajouterai un autre point aussi, c'est vraiment de respecter la saisonnalité.
C'est-à-dire qu'un jus de concombre en plein mois de janvier, ça ne fait pas sens du tout. Non seulement sur le plan gustatif, c'est plus du tout la saison des concombres, donc on ne va pas du tout être comblé gustativement, mais en plus c'est très refroidissant. Donc pour le système digestif, c'est tout à fait inapproprié. Et donc j'invite vraiment les gens à être dans ce respect de la saisonnalité et d'offrir à leur corps les beaux produits qui sont offerts chaque mois de l'année avec cohérence. On a beaucoup parlé pendant cet entretien de votre livre sur les jus, des fruits, des légumes, mais de façon plus générale, quels sont les aliments que vous recommandez pour justement agir sur tous les plans de façon holistique, pour être en santé et en pleine forme? Alors je pense qu'il est important de considérer que nous sommes tous uniques, donc nous avons tous notre singularité, et ce qui est bon pour une personne n'est pas forcément bon pour une autre personne, et c'est toute la beauté de l'approche naturopathique, c'est vraiment de considérer l'individu dans son individualité. Donc on est tous uniques, on a tous une histoire unique, on a tous un terrain qui nous est propre, une constitution qui nous est propre, et donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et ça c'est très très important de le répéter régulièrement à une époque où on vend des formules miracles à tout va. Non, on a tous notre unicité, et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce monde. Et cette singularité, elle est à choyer en fonction de ce que l'on traverse dans notre vie, de ce que l'on va vivre. Nos besoins évoluent. Et c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, et de respecter le précieux rythme des saisons. Ça aussi, c'est un indicateur fondamental. Encore une fois, la nature a été divinement créée, et si on l'observe bien, on a toutes les réponses. On sait ce qui va nous être profitable à tel moment de l'année. Et c'est que du bon sens. Et c'est absolument bouleversant de beauté de regarder ça et de constater ça. Donc en effet, du beau, du frais, du vivant, des beaux légumes de saison qui ont été cultivés en conscience, de même pour les fruits, en respectant la singularité de chacun, parce que tous les légumes et tous les fruits ne conviennent pas à tout le monde, on a des terrains différents. Et puis après, en fonction des constitutions, ça va être aussi de rajouter des belles épices, des aromates, qui sont des indispensables. D'ailleurs, Saint-Hildegarde de Bingen en fait beaucoup l'éloge. Elle parle beaucoup de l'hysope, du serpolet, du pyrètre d'Afrique, du galanga rouge. Tout ça, ce sont des choses qu'elle met aussi beaucoup en avant, et c'est d'une richesse inouïe. Donc vraiment d'inviter ces merveilles à chaque repas, c'est très très important. Et puis voilà, de prendre le soin aussi de consommer, certaines personnes vont avoir besoin de consommer des protéines animales. Et donc c'est aller chercher des protéines d'excellente qualité, donc des œufs de poule qui ont été choyés correctement, bien nourris. Pour la viande, c'est pareil, on va préférer de la viande de pâturage, vraiment où les bêtes sont à l'extérieur, n'ont pas eu de traitement particulier, pas de traitement antibiotique, etc. Et où elles sont nourries à l'herbe ou au foin, mais où il n'y a pas une alimentation céréalière qui est complètement inadaptée finalement pour le bovin. Et ça fait une viande de qualité. Donc voilà, et puis d'aller sur des circuits courts où encore une fois on rencontre le producteur et on va savoir comment travaille cette personne-là. Mais donc je dirais de mettre de la vie, du beau, et puis de vraiment prendre le temps de contempler la nature pour y trouver vraiment toutes les ressources et les réponses qui sont très joliment perceptibles. Ce qu'il est aussi important, c'est vraiment de se nourrir avec des produits les plus locaux possibles. Donc de pouvoir s'approvisionner avec des produits qui poussent proche de là où nous sommes géographiquement, ça fait beaucoup plus sens. Et c'est vrai qu'en fonction de la région du monde où on se trouve, il y a généralement une belle abondance autour de soi de produits locaux. Et donc ça permet des circuits courts et aussi une cohérence avec l'environnement dans lequel on évolue. Et donc voilà, on peut aussi apporter une belle part de céréales dans son alimentation, des céréales de qualité. Par exemple, je pense à Saint-Hildegarde de Bingen qui met en avant le grand épeautre non hybridé de la variété Oberkulmer, qui est une céréale qu'elle qualifie vraiment de remarquable, qu'elle qualifie de reine des céréales et qui vraiment va avoir des effets sur la santé remarquables. Et donc l'idée pour toutes les céréales, c'est de les activer, c'est-à-dire de les faire tremper dans de l'eau de source la veille pour libérer tous les antinutriments qu'elles contiennent et activer leur processus germinatif et de ce fait les rendre beaucoup plus digestes. Il en est de même pour les légumineuses, pour les oléagineux, pour les graines. On recommande vraiment un temps de trempage pour libérer tous les antinutriments contenus dans les graines et activer le processus germinatif. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Et voilà,
d'inviter la joie, les couleurs dans son assiette et le bon sens. C'est très important. Quel est finalement le message que vous essayez de faire passer à travers tous ces engagements que vous avez pris un petit peu partout en France, vous êtes parfois aussi même sur la Suisse? C'est quoi le message que vous faites passer à toutes les personnes, que vous essayez de faire passer à toutes les personnes que vous rencontrez? Alors le grand message, et on a abordé ce message-là dans une des questions, c'est que manger sainement, c'est un vrai plaisir et ça n'est pas du tout monotone et rébarbatif, mais au contraire, c'est très joyeux et grisant de se nourrir sainement. Le fait de bien se nourrir, c'est un acte d'amour de soi. Et le fait de mettre du beau, du bon, de prendre le soin de choyer son alimentation et de choyer finalement toutes les autres sphères de sa vie, c'est une manière aussi de se donner de l'amour. Et c'est très très important de prendre conscience que ce corps physique que nous avons, que nous habitons le temps de ce passage sur Terre, il nous permet de vivre plein de choses et que cette santé que l'on a, elle est extrêmement précieuse. Et que c'est important de la choyer au quotidien, de par une alimentation adaptée, individualisée, cohérente, de saison, belle, joyeuse, poétique. Je suis une grande amoureuse de poésie aussi et je trouve que c'est important d'inviter la poésie dans son assiette. Et donc d'inviter le bon sens et de conscientiser la préciosité de la bonne santé. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Lorsqu'on est en bonne santé, on a des centaines de problèmes. Lorsqu'on a perdu la santé, on n'a plus qu'un seul problème. » C'est celui de retrouver sa santé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très parlant comme image de conscientiser à quel point c'est précieux, la santé. Et lorsqu'on a une santé altérée, on ne peut plus profiter pleinement de la vie, on ne peut plus agir comme on aimerait agir dans ce monde. Et donc, c'est important de se donner les moyens au quotidien de pouvoir choyer cette santé en invitant le beau, le bon sens dans son assiette. Et comme on l'a abordé au début de cette interview, la santé c'est holistique. Donc c'est à la fois d'aller chérir la santé de son corps physique en mettant du beau carburant, en consommant des produits de saison, de qualité, qui ont été cultivés dans de belles conditions par des gens passionnés qui font ça avec beaucoup de cœur. Et ça, c'est une information qui est très précieuse dans l'assiette, de mettre des couleurs, de mettre des belles intentions aussi dans ce qu'on prépare, parce qu'encore une fois, lorsqu'on est en colère ou énervé, ce n'est pas le moment de passer à table ou de préparer à manger, parce qu'on va transmettre tout ça dans la nourriture, donc ce n'est pas du tout le but. Donc c'est aussi d'être dans un bel état d'esprit par rapport à ça. Donc voilà, mettre du beau, du bon, de la joie dans son assiette, mais également de bien se nourrir sur tous les autres plans. Et de bien se nourrir sur tous les autres plans, ça va être de choyer la qualité de ses relations, de s'entourer de belles personnes avec lesquelles on va vraiment pouvoir avoir de beaux échanges, des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous aident à voir le beau, à tirer le meilleur de nous-mêmes et avec lesquelles on se sent profondément bien, d'écouter de la jolie musique, de la musique qui nourrit l'âme, donc des belles musiques classiques, des musiques harmonieuses qui sont de toute façon de toute beauté lorsqu'on les écoute et qui nous transportent, de lire des jolies choses, de mettre du beau dans ses yeux, de s'émerveiller, de prendre le temps de contempler toute la création divine et de voir à quel point c'est sublime et que Dieu a vraiment créé les choses divinement bien, de toute beauté, et de s'émerveiller devant ça, de prendre le temps de contempler ça chaque jour. Et puis voilà, de nourrir son âme quotidiennement, de chérir sa foi. C'est extrêmement important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est très très important, c'est même vital. Merci beaucoup Madame Vanoy pour cet entretien passionnant autour de votre ouvrage sur ces jus fraîchement extraits. Vous considérez en tant que naturopathe que l'individu doit être pris dans sa singularité, dans sa globalité. Vous rappelez que la nature a été divinement créée, à l'instar de Hildegard de Bingen qui disait que Dieu est dans la nature. Vous invitez à une contemplation de cette nature et vous aidez les gens à prendre conscience du fait que bien se nourrir et être en harmonie avec cette nature et toute l'harmonie qu'elle nous apporte est une preuve d'amour de soi. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant, très enrichissant et peut-être à bientôt sur NTD pour un nouvel entretien. Merci infiniment à vous, c'était un grand plaisir.